On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir. Et on rentre juste. Donc, je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone. Et puis là, je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redis. Tu m'envoies un petit SMS avec ton rappel. Je vais aller coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. L'assassinat à Nantes d'une mère et de ses 4 enfants âgés de 13 à 20 ans a été prémédité. Le père, lui, n'a jamais été retrouvé. Il reste toujours le suspect numéro 1. Personnellement, je pense qu'il est vivant. Mon intime conviction, c'est qu'il n'est plus de ce monde. C'est un joueur d'échecs. Tout est pesé, tout est pensé. En général, une enquête, on part de là, on arrive quelque part. Là, cette enquête, elle est partie dans tous les sens. Elle est arrivée nulle part. On va jusqu'au bout se demander quelle est la vérité. Dans l'actualité des Pays de la Loire ce soir, depuis quelques jours, un couple et ses 4 enfants, dont un mineur de 14 ans, n'ont plus donné de leurs nouvelles. Qu'est-il arrivé à cette famille nantaise, disparue depuis le début du mois? Ce sont les voisins. Il est 9h50. Pénétrons dans le logement. Remarquons qu'il n'a pas été trouvé une seule photo de membres de la famille. Mentionnons que tous les volets de toutes les pièces sont fermés. Il trouve une maison qui est vide, qui a été rangée. Il y a des draps qui ont disparu, il y a des photos qui ont disparu. On sent qu'il y a encore une vie qui était très récente il y a peu de temps. Et il reste notamment des sacs poubelles, il reste des livres, beaucoup. Cette famille semble s'être volatilisée. Ce sont les Dupont de Ligonnès. Il y a les 2 parents, Agnès et Xavier, qui ont un peu moins de 50 ans. Lui, 50 ans et sa femme un peu moins. C'est une famille voilà, de la noblesse versaillaise. Il y a d'un côté Xavier, qui est donc un comte, héritier d'une famille originaire du Gévaudan, et Agnès. Donc cette famille, ils ont 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, qui sont tous scolarisés. Ils cherchent des indices. Oui, ils trouvent par exemple la clé de la cave qui est posée sur la table de la cuisine. On ne sait pas pourquoi. Ils trouvent des choses un peu curieuses. Ils trouvent ce balai qui est encore un petit peu humide. Ils trouvent une bouteille de détergent, une carte plastifiée avec un certain nombre de villes entourées. C'est un indice qui peut être important parce que est-ce que quelqu'un a préparé une cavale dans cette maison? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que c'est pas un peu gros? Il y a un livre en particulier qui retient l'attention de la police. C'est un livre d'Arlan Coben qui s'appelle « Disparu à jamais » et qui raconte justement la disparition d'un homme qu'on n'a jamais retrouvé et qui veut faire croire peut-être qu'il est mort, mais en fait qui mène une autre vie et qui a complètement disparu. Ce
qui a mis le grain de sable, c'est l'histoire des lettres à la famille, aux amis très proches. Il découvre une lettre qui fait plusieurs pages, qui est très longue, qui commence par coucou, et où Xavier explique qu'il a été témoin d'un trafic de drogue. Et dans cette lettre, il indique que le départ de toute la famille est programmé. Il invoque des raisons assez étranges selon lesquelles il serait témoin protégé et qu'il doit immédiatement partir. Et il explique qu'ils vont refaire leur vie ailleurs. Là, il y a cette fameuse phrase de Xavier qu'il avait mis en fin de courrier quant au boxon qu'il y a sous la terrasse. Inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés ici. Et donc, il y a cette capitaine de police qui est une femme, je pense, très maligne et instinctive. Donc là, déjà, elle trouve que c'est une phrase assez étrange. Elle va au bout du jardin, elle se retourne, elle voit la maison, elle voit la terrasse. Sous la terrasse, elle s'aperçoit que la gamelle des chiens est coincée entre le sol et la planche qui leur sert de literie. Et là, elle se dit, mais pourquoi ces deux gamelles sont là? Pourquoi l'une est coincée sous cette planche? Et comment feraient les chiens pour avaler leur pâté? Donc elle commence à bouger. Puis là, je pense qu'il y a l'instinct du flic qui se met tout de suite en route. Et donc elle va soulever cette planche qui sert de niche pour les chiens, si vous voulez, et en la soulevant, elle s'aperçoit qu'il y a du ciment qui semble frais. À partir de ce moment-là, notre collègue commence à filmer nos constatations. Quand l'enquêtrice commence à fouiller, elle se rend compte qu'il y a du plastique. Donc là, tout le monde s'y met, tout le monde se met à fouiller. Dès qu'ils ouvrent la surface plastique, il y a une odeur terrible que les flics connaissent bien, qui est l'odeur de putréfaction des chairs. Et puis là, ils tombent sur une jambe et en fait, c'est la jambe de Thomas. Là, évidemment, ils appellent immédiatement le parquet de Nantes, donc le procureur Roncin, pour signaler cette découverte. Et là, tout s'arrête. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, le choc à Nantes où une famille de 6 personnes était portée disparue. Voici les titres de votre journal. Le cauchemar dans une maison de Nantes. 4 corps ont été découverts. Pour le moment, ils appartiennent. Je m'apprêtais à lancer un simple appel à témoins qui, bien sûr, est maintenu. Mais ce matin même, il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille, sous la terrasse. Il y a 5 corps qui vont être déterrés, quoi. C'est Thomas, ensuite c'est Agnès, ensuite c'est il y a Arthur, Anne et Benoît. Enfin, on est carrément sur une scène de crime, quoi. Ces corps sont enroulés, enveloppés presque dans une couverture, un drap, une couette. Et puis ensuite, ils ont été mis dans des grands sacs poubelles et puis ligotés. Donc c'est vraiment comme une nécropole ce qu'ils découvrent. En sortant l'oreiller du sac poubelle, faisons tomber un étui 22 longs rifles, couleur bronze et or oxydé, supportant la mention R sur le culot de la douille. Découvrons une petite croix en bois, un chapelet comprenant 11 boules, chapelet que nous saisissons et plaçons sous scellé. Ils ont chacun quelque chose de très symbolique et qui est relié au catholicisme, à la religion, et ce qui fait immédiatement penser aux enquêteurs que vraiment il y a de l'affection dans cet enterrement. Si c'était un rôdeur, je veux dire, ou un règlement de compte, etc., on ne prend pas la peine d'ensevelir comme ça et de cacher les corps à ce point-là. Les enquêteurs ne savent rien, quoi. Ils savent juste que le père manque, le père a disparu et qu'il y a 5 corps. Alors, la première question, c'est comment ils ont été tués? En fouillant bien, les enquêteurs ne trouvent rien dans la maison.
Et en fouillant vraiment bien, ils trouvent vraiment des petits bouts de projectiles un peu partout dans la chambre des enfants. C'est une piste qui malheureusement les mènera pas à grand chose, mais qui révèle quand même qu'il y a eu apparemment des tirs dans la maison. Les enquêteurs appliquent un produit qui s'appelle du luminol, qui fait ressortir toutes les taches, notamment les taches de sang, etc., tout ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Disons avoir constaté avec les fonctionnaires de l'identité judiciaire que le Blue Star a réagi sur l'ensemble du sol carrelé de la cuisine, sur le balai-brosse et à l'intérieur du seau sur lequel était posé celui-ci. On retrouve aussi des éclaboussures de sang sur les pieds de tabouret et les pieds de chaise. Là aussi, ça indique qu'il s'est passé quelque chose dans la cuisine. Donc les enquêteurs, bien entendu, interrogent tous les gens autour, notamment les voisins par rapport à la nuit du meurtre. Et a priori, personne n'entend de bruit, sauf un voisin. Je demeure à 200 mètres à vol d'oiseau du jardin des Ligonnès. Et il y a 15 jours environ, entre minuit et 2 heures du matin, je me souviens avoir entendu une dizaine, peut-être un petit peu plus, de détonations dont la particularité était le rythme extraordinairement régulier. Je me suis mis à la fenêtre de ma maison, je n'ai rien vu de particulier. Pour être précis, j'ai entendu une séquence de 2 à 3 détonations, espacées entre elles d'environ 1 seconde. Puis, il y a eu une seconde séquence. Là, c'est le seul témoignage direct de ce qui s'est passé. Agnès Dupont-Ligonnès, elle avait un appareil contre l'apnée du sommeil qu'elle branchait chaque soir en se couchant. Il s'arrête vers 3 heures du matin. Et donc on sait qu'à partir de 3 heures du matin, il n'y a plus besoin de l'appareil. Donc on peut présupposer qu'elle meurt à cette heure-là. Il y a quelque chose d'autre dans la téléphonie aussi qui parle et qui est assez choquant, c'est qu'aux environs de 2 heures du matin, il y a un utilisateur d'un téléphone portable qui tape dans le moteur de recherche sur Internet « péché mortel ». Qui a tapé ça? Pourquoi? Est-ce qu'il a voulu passer un message en l'air? Est-ce qu'il a voulu faire un aveu? Avouer au monde par le biais d'Internet que c'était fait? Là se termine la première phase de son scénario qu'il a élaboré de manière extrêmement minutieuse. Et ensuite, il y a une deuxième phase tout à fait sidérante. Avons découvert que Thomas, l'un des fils de Xavier Dupont de Ligonnès, étudiant à Angers, est encore vivant le 5 avril 2011. Thomas a eu des échanges téléphoniques avec son père. Le père lui dit « il faut que tu viennes à Nantes parce que maman est à l'hôpital, etc. Donc il faut que tu viennes la voir ». Et on sait aussi par la téléphonie qu'il s'y rend, il échange des textos toute la soirée, etc. Il prend un train assez tard, il arrive vers 23 h à la gare de Nantes. Ce soir-là, les 2 téléphones du père et du fils bornent à la gare de Nantes. Là, il y a un grand noir parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont pu se dire, les questions qu'a pu poser et se poser Thomas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un dernier texto de Thomas aux alentours de minuit, disant à un de ses amis « Je suis en train de regarder un film avec mon père ». L'ami répond un texto et il n'y aura plus de réponse. C'est d'ailleurs l'un des faits les plus accablants contre Xavier Dupont de Ligonnès, c'est que, puisque l'on sait qu'à 11 h ils se sont retrouvés, qu'il a attiré ce dernier fils qui, pour l'instant, n'était pas rentré à la maison, donc c'était un tête-à-tête. Et à partir de là, comme on retrouve le corps de Thomas sous la terrasse, c'est le crime qui accuse le plus le père de famille. Il lui tend un piège pour le tuer, quoi. Donc ça donne quand même une indication terrible sur la psychologie de Xavier.
les enquêteurs ont très peu de pistes, donc ils essaient d'écumer toutes les pistes qu'ils ont, et donc ils fouillent notamment les véhicules qui appartiennent à la famille. Et dans la voiture d'un des enfants, ils retrouvent des tickets de caisse qui correspondent à des achats en amont. 1 mois et demi, 2 mois à peu près avant le meurtre, il va acheter des plaques de lino, entre autres choses, qui ont servi après pour le meurtre. Les plaques de lino, apparemment, ont servi au moment de l'impact des balles qui ont été tirées justement avec la carabine pour que le sang ne coule pas et qu'il n'y ait pas de projection, que le sang ne parte pas dans tous les sens. Encore une fois, on est sur quelque chose de très méthodique. Et les circonstances de la mort résultent d'un traumatisme double crânio-encéphalique balistique à partir de projectiles d'armes à feu de droite vers la gauche. Différents prélèvements à visée toxicologique ont été réalisés. Tous les enfants, donc les 4 enfants, ont été drogués. Agnès Dupont-Ligonnès, il n'y a pas de drogue, mais ce que l'on constate, c'est que chacun des corps a eu 2 balles dans la tempe. Ce que cela dit du passage à l'acte, c'est que on drogue les personnes, et puis une fois qu'ils sont endormis, drogués, donc lourdement, eh bien, on passe dans les chambres l'une après l'autre. C'est donc une scène de crime sur une durée importante, et puis on les exécute les uns après les autres. Son exécution, elle est méthodique, elle est précise et elle est digne d'un serial killer, mais pas d'un père de famille, non. Les orifices d'entrée semblent confirmer des tirs à bout touchant. La victime était vivante au moment des tirs. L'autopsie permet de déterminer que l'arme qui a tué tous les membres de la famille, c'est la même. Son calibre, c'est le 22 long rifle. Ce qui fait bien évidemment penser à un seul auteur. C'est très méthodique parce qu'avec un petit calibre comme du 22 long rifle, le tireur a utilisé 2 fois le projectile pour être sûr de ses effets, sachant que le calibre étant moyennement efficace, moyennement létal, eh bien, il a doublé ses chances d'aboutir à la mort des personnes. C'est très calculé. Recherchons une carabine 22 long rifle ayant appartenu à Xavier Dupont de Ligonnès. Ils savent très vite en menant l'enquête que la fameuse 22 long rifle pourrait être l'arme du père. Le père de Xavier est mort 5-6 mois avant et Xavier avait hérité de cette carabine. Qui récupère cette vieille carabine qui ressemblait à un jouet. Moi, franchement, ça m'a pas du tout choqué. Je me suis pas dit, tiens, qu'il va partir en savane, faire je sais pas trop quoi comme safari, ni ce qu'on apprendra par la suite. C'était impossible du tout, connaissant Xavier, d'envisager cette hypothèse, quoi. C'est vrai que la dernière fois que je l'ai vu, son regard, c'est vrai que j'insiste, quelque chose avait changé. Il avait un regard noir, vraiment. On retrouvera l'achat d'un silencieux dans le centre-ville de Nantes. Donc ça permet de remonter cette idée que tout a été très réfléchi et très mis sur pied, en fait, pendant des semaines. Depuis quand connaissez-vous Xavier? Je connais Xavier depuis 36 ans. Avez-vous vu une arme? Oui, je me souviens avoir testé sa carabine avec un silencieux dans son jardin. Xavier, il vient dans le jardin, voilà, prend la carabine et vise le ballon, là, tu vois, qui est à 5-10 mètres, quoi. Et bon, Emmanuel fait ça pour faire plaisir à son pote, il vise la cible. Mais il se rend compte que Xavier recule au fur et à mesure. Et pourquoi il recule? Parce qu'il veut jauger l'impact de tir dans le voisinage. Mais c'est vrai que c'est une arme qu'on n'entend pas, quoi.
De nombreux articles sont sortis dans la presse, partout. Tout le monde ne parle que de Xavier Dupont de Ligonnès et de la mort de toute sa famille. Et un couple me contacte pour me dire qu'un mois auparavant, ils étaient au stand de tir près de Nantes et qu'ils ont reconnu Xavier Dupont de Ligonnès, qui était avec 2 jeunes garçons, et que tout à fait par hasard, eux ont pris des photos d'eux et que dans le champ, on voit Xavier Dupont de Ligonnès. La photo est glaçante parce que Xavier Dupont de Ligonnès a emmené volontairement ses enfants pour s'entraîner là-bas, sachant que, d'après l'enquête, à ce moment-là, il était quand même établi qu'il savait qu'il allait commettre le meurtre. Donc, quelque part, il emmène ses enfants là où il s'entraîne pour plus tard aller les tuer. Xavier, dès le moment où il a décidé de supprimer sa famille, c'est une machine qui se met en route, quoi. Lors d'un dîner de famille qui remonte à 10-15 jours avant les faits, il se trouve en présence de sa sœur, de son neveu, et son neveu qui est chasseur, donc est interrogé par Xavier, qui lui demande de parler. Il pose des questions sur la façon dont on peut se débarrasser d'un gibier, mais d'un gibier spécial quand même, qui correspond à la taille et au volume d'un corps humain, un sanglier. Véronique, sa sœur, me disait c'est bizarre, pourquoi il parle de ça? Il n'a jamais parlé de ça, et ça l'intéresse pas même. Son gendre, il était étonné que Xavier pose ce genre de questions. Et quand elle nous a raconté ça, elle pleurait. Elle me disait, je me souviens de ça, c'est horrible. Il voulait tout savoir. Et elle m'a dit, ils ont parlé que de ça pendant tout le dîner, en donnant des techniques pour enlever pour désosser, etc. Truc de dingue. On sait que ce mec-là, il recule devant rien, quoi. Une telle préparation, une telle organisation, une telle minutie, ça dépasse l'entendement. Est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? Moi, je suis intimement convaincu qu'il y a un espoir de le retrouver.